Bonjour à tous, c'est Fred, votre guide qui est toujours confiné comme vous. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous emmener dans une visite confinée à partir d'un accessoire sur lequel je suis tombé, tout à fait trivial, que j'ai chez moi et je me suis dit que très certainement vous pouviez avoir cet accessoire chez vous. Et même s'il est absolument trivial, puisque voici l'objet, eh bien, je crois qu'un petit sac d'une grande enseigne comme ceci peut non seulement vous raconter des tas d'histoires et vous permettre de vous évader, mais également nous faire découvrir tout un pan de notre patrimoine qu'on ne connaît pas très bien. C'est donc une histoire bourguignonne que je vais vous raconter encore aujourd'hui, et une histoire absolument exceptionnelle. C'est pratiquement l'histoire à l'américaine, une histoire d'une réussite exceptionnelle pour un personnage qui part très mal dans la vie. C'est tout à fait le même genre d'histoire qu'on voit dans les séries américaines que peut-être vous regardez pendant votre confinement. Alors c'est une histoire qui commence dans un tout petit village qui s'appelle Verjus, qui se situe entre Chalon-sur-Saône et Verdun-sur-le-Doubs, au bord de la Saône, et qui est un village misérable. En 1816, y naît une petite fille qui sera une jeune gardeuse d'oie et qui est une enfant illégitime. Donc elle s'appelle Marguerite Guérin, elle porte le nom de sa maman. Cette jeune fille, qui part très mal dans la vie, se retrouve, qui plus est, orpheline de sa maman en 1829, pense-t-on. Et à ce moment-là, un de ses oncles, qui monte à Paris, comme beaucoup de jeunes gens à l'époque, l'emmène avec lui. À Paris, elle devient d'abord blanchisseuse, elle apprend à lire, à écrire, et grâce à son travail, elle parvient à s'acheter un petit fonds de commerce. Elle ouvre une de ces gargotes populaires parisiennes qu'on appelle à l'époque un bouillon. C'est très certainement là qu'elle va rencontrer, vers 1836, un autre jeune émigré normand monté à la capitale, un jeune Aristide, qui est vendeur dans un magasin de nouveautés, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire un magasin de mode rue du Bac à Paris. Ils vont se mettre en couple, malgré l'opposition des parents d'Aristide, qui sont artisans et qui trouvent que cette jeune femme, Marguerite, est tout de même déclassée. Et puis ils auront un enfant en 1839. Et malheureusement, Aristide va perdre son travail, le magasin dans lequel il travaille ferme. Et heureusement pour Aristide, deux frères commerçants entreprennent d'ouvrir un nouveau magasin dans le même quartier, les frères Vidot, une grande mercerie où il va être employé. Et là, Aristide, qui est vraiment un jeune homme qui a le commerce dans le sang, fait montre d'une grande innovation. Il faut dire que nous sommes au début du Second Empire, c'est le boom absolu du commerce, c'est l'époque de l'industrialisation, ça apporte des tas d'innovations sociales et ça apporte également de nouveaux matériaux qui vont permettre de transformer la vie quotidienne en transformant les commerces. Aristide plaît énormément à ses deux patrons avec ses innovations. Il promeut par exemple le fait que les clients peuvent se servir seuls dans le magasin. Il pratique l'étiquetage, les prix sont indiqués, ce qui n'était pas du tout l'habitude alors. Il promeut également la vente par correspondance. Bref, il travaille tellement bien que les frères Vidot vont lui proposer une association en 1852. Le travail fonctionne bien, donc le niveau de vie du jeune couple augmente nettement, et Marguerite, qui est toujours de bons conseils et qui elle aussi a un excellent sens du commerce, est très écoutée par son mari, qui va lui conseiller au bout de quelques années de se lancer de lui-même autour d'un nouveau concept. Donc la première étape, ça va être le rachat de l'entreprise à ces deux patrons, qui est effectué en 1863. Et puis, l'idée de Marguerite et d'Aristide, mais il semble bien que ce soit Marguerite qui ait soumis les grandes lignes à son époux, c'est de cesser la spécialisation.
le grand magasin qu'ils vont ouvrir, puisque on l'appellera comme ça très rapidement, ne sera plus une simple mercerie ou un simple magasin de mode, mais un espace ouvert de très grande superficie où on pourra trouver tous les types de produits. Il y aura des vendeurs spécialisés, mais tous les produits seront étiquetés, le prix affiché, et on devra y trouver, selon l'expression qui peut-être serait de Marguerite, tout ce qui peut faire le bonheur des dames. Car en effet, à l'époque, ce sont surtout les dames de la bourgeoisie qui pratiquent ce qu'on appelle aujourd'hui le shopping. Il faut dire que les femmes dans cette société très patriarcale ne travaillent pas et que les dames de la bourgeoisie bien sont là pour montrer par leurs dépenses l'état financier, la solidité financière de leur mari, la situation particulière de leur mari qui est très valorisante. Ensuite, eh bien, ça va se développer, mais ça va se développer d'une façon incroyable. Ce grand magasin qu'ils ont baptisé le Bon Marché, eh bien, ils décident de le reconstruire et d'en faire quelque chose qui soit totalement inédit. Ils font appel à un architecte qui s'appelle Boileau, lequel va s'adjoindre les services d'un tout jeune ingénieur, encore méconnu, qui est d'ailleurs originaire de Dijon, donc un compatriote en quelque sorte de Marguerite, un bourguignon, qui s'appelle Eiffel. Et à partir de 1869, eh bien, ils vont construire un magasin immense qui va très rapidement devenir le plus grand magasin du monde, la plus grande surface commerciale du monde. Donc le Bon Marché est aménagé et agrandi de façon continue à partir de 1869 et jusqu'en 1887. En 1877, il représente déjà 52 000 mètres carrés de superficie commerciale, il y a 1800 employés et le chiffre d'affaires annuel est de 72 millions d'euros. Pourquoi 1877 ? Parce que cette année-là, Aristide meurt. C'est leur fils qu'ils ont eu en 1839 qui va reprendre l'affaire, mais celui-ci meurt à son tour en 1879. Et si au départ ils étaient un couple totalement illégal, ils avaient fini par se marier. Et du coup, en 1880, le Bon Marché change de statut et devient la société de la veuve Boucicaut et compagnie. Ah oui, je vous avais pas dit, mais le nom de famille d'Aristide, c'était Boucicaut, donc Marguerite Guérin est devenue Marguerite Boucicaut en l'épousant. C'est vraiment l'histoire, comme je vous disais au début, d'une réussite incroyable, puisque Marguerite va prendre vraiment en main les rênes de cette affaire extrêmement fructueuse. Elle devient la première vraie femme d'affaires au sens moderne du terme en France et même en Europe. Elle est richissime, mais elle n'oubliera jamais son enfance misérable ni d'où elle vient. Elle va développer l'entreprise, mais en faisant toujours le bien pour ses employés. Et par exemple, lorsqu'elle va créer sa société, qui est une société par action, eh bien, il n'y aura aucun actionnaire. En fait, seuls les employés du Bon Marché sont autorisés à acheter des actions. Ainsi, elle évite la spéculation des actionnaires et l'ensemble de l'entreprise reste en quelque sorte dans la famille puisqu'elle n'a plus d'enfants. Un jour qu'elle rend visite au maire de la commune, elle se rend dans son village de naissance à Verjus, eh bien elle se retrouve bloquée car le bac ne peut pas traverser la Saône puisque Verjus est un village enclavé dans une boucle de la rivière. Le résultat, c'est qu'elle va doter la ville, elle va commander à son architecte Boileau, le même, eh bien, de construire un pont sur la Saône pour désenclaver le village. En même temps, suite à cette visite, elle avait décidé, afin de garantir l'autonomie de la commune, de la doter d'une nouvelle mairie, et afin d'éviter que les enfants futurs du village soient analphabètes comme elle l'avait été, elle crée et elle paye une école pour le village. Elle aime faire le bien,
elle est connue pour ça, elle est richissime, ce qui fait que certains grands savants et beaucoup de, comment dire, d'œuvres de bienfaisance font appel à elle. Par exemple, elle a rencontré Pasteur, qui un jour, pour financer ses recherches, est venu discuter avec elle pour lui demander si elle pouvait faire un don pour financer les recherches, évidemment sur le célèbre vaccin. Et lorsque Pasteur s'en va, avec dans la poche un chèque signé de Marguerite Boucicaut, la curiosité fait qu'il regarde le chèque et qu'il revient en arrière, car la somme est tellement astronomique qu'il pense qu'elle s'est trompée. Mais elle lui dit que non, c'est bien ça qu'elle voulait mettre, et elle fait donc don pour la recherche de Pasteur d'un chèque de 250 000 francs, ce qui représente une fortune à l'époque. Jusqu'à sa mort, elle fera le bien. Et son testament est exemplaire de ce point de vue, puisque au moment de sa mort, on se rend compte qu'elle a pensé absolument à tout le monde. Non seulement les employés du bon marché, sa véritable famille, puisqu'elle n'a plus d'enfants et elle n'a aucun héritier, puisqu'ils auront tous une dotation qui pouvait aller jusqu'à 5 000 ou 10 000 francs, ce qui est extraordinaire pour l'époque, mais également elle va donner sa propriété de Fontenay-aux-Roses près de Paris avec cette clause qui stipule qu'elle devra être transformée pour en faire la maison de retraite des employés du bon marché. De même, elle pense à sa mère, à son enfance, à tout ce qu'elle a vécu en tant que jeune fille illégitime, et dans plusieurs villes de France, elle va fonder et doter des établissements destinés aux filles mères, qui vont devenir des maternités. C'est le cas à Chalon-sur-Saône, et la maternité Boucicaut, qui a donné son nom à tout un quartier de la ville, va fonctionner jusqu'en 1998. Enfin, eh bien, elle utilisera le reste de sa fortune dans son legs pour créer à Paris un hôpital moderne qui prendra le nom d'hôpital Boucicaut et qui a fonctionné également jusqu'au début des années 2000 avant d'être intégré dans le nouvel hôpital européen Pompidou. Voilà, comme vous voyez, un simple accessoire que vous avez peut-être dans vos placards peut vous emmener très très loin, même quand vous êtes en confinement. Bonne journée, bon confinement, protégez-vous et à bientôt.